Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, voyage dans le temps et le patrimoine. Du mapping à l'impression 3D, en passant par les drones ou les algorithmes, quels sont ces technos qui transforment l'archéologie? Reconstruction de Palmyre, exploration des pyramides ou préservation de la culture afghane, nous vous emmenons à la rencontre de ces Géotrouve-Tout 3.0. Mais d'abord, l'Arche de Palmyre reconstruite en 3D. C'est le projet dans lequel s'est lancé l'Institut pour l'archéologie numérique. Ce temple érigé il y a 2000 ans a été détruit il y a quelques mois par l'organisation de l'État islamique. Une réplique de l'arche imprimée en 3D sera exposée dans quelques semaines à Londres et à New York. Récit de Laure Manin. Voilà qu'en l'espace d'un an, l'homme aura réalisé 2 folies. L'une criminelle et l'œuvre du groupe État islamique. Depuis mai 2015, Daesh s'applique consciencieusement à détruire tous les vestiges culturels qui tombent entre ses mains. C'est le cas de la cité de Palmyre, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'on voit sur cette vidéo, juste après sa destruction partielle. Une destruction que n'a pas vue l'ancien directeur du site, Khaled Al-Assad, décapité auparavant par l'organisation. L'autre folie, bien plus pacifique, est scientifique et architecturale. Grâce à cette gigantesque imprimante 3D installée à Shanghai, des ingénieurs de l'Institut pour l'archéologie numérique prévoient de reconstruire cette porte à l'identique. C'est une bonne nouvelle pour les archéologues. Ça permet d'en garder plus qu'une trace qui soit photographique, de dessin, de représentation 3D sur un écran d'ordinateur. C'est quelque chose de plus concret, de plus visible. Ça permet de s'en approcher, de circuler d'une certaine façon dedans. L'idée est d'attirer l'attention sur une crise mondiale autour des biens de notre patrimoine culturel. Cette porte, encore debout malgré tout, est devenue un symbole de résistance. Car voilà ce que le groupe État islamique, à coups d'explosifs, a laissé de la cité antique vieille de 2 millénaires. Le bâtiment principal, ainsi qu'une rangée de colonnes, auraient été réduits en poussière. Imprimées en 3D, les copies de l'arche seront installées à Trafalgar Square, à Londres, et à Times Square, à New York. Une prouesse qui restera néanmoins une pâle copie de 2000 ans d'histoire. Ça a été réparé, ça a été abîmé, ça a été habité, ça a été graffité, tagué si vous voulez, ça a été transformé. Bon. Et c'est ça qui est émouvant quand on visite les monuments, surtout quand ils sont très vieux, c'est qu'ils ont tout ce vécu. Ces représentations sont la première étape d'un vaste projet visant à reproduire les principaux monuments historiques mondiaux. L'impression, la modélisation 3D ou encore les data qui deviennent finalement les nouveaux burins des archéologues. Alors pour aller plus loin, Yves Hubelmann est avec nous en plateau. Bonjour Yves. Bonjour Marjorie. Vous êtes le fondateur d'Iconem. Iconem, c'est une toute jeune start-up qui justement révolutionne la conservation du patrimoine. Vous intervenez en Afghanistan par exemple, en Irak ou encore sur les ruines de Pompéi. On va d'abord dire un mot de Palmyre justement et de Syrie puisque vous menez un projet sur place avec des architectes syriens et votre botte secrète, si je ne m'abuse, c'est un algorithme ultra puissant qui va servir à cartographier ces sites en péril. Concrètement, ça fonctionne comment ? Alors, la technologie que nous développons aujourd'hui, en fait, c'est une technologie qui va permettre de répliquer numériquement un environnement. Ça peut être un site archéologique, ça peut être un monument. Alors, comment ça fonctionne ? On a deux étapes, grosso modo. La première étape, on va utiliser des drones qui vont prendre des milliers et des milliers d'images de différents points de vue en fait sur le site qui nous intéresse. Après, ces images, on va les mettre dans un algorithme, des algorithmes vraiment assez récents, qui vont détecter à l'intérieur des images des points d'intérêt et ces points d'intérêt, ils vont les recalculer en fait dans l'espace, la position dans l'espace 3D. Ce qui est intéressant, c'est si on fait ce processus sur des milliers d'images, on obtient des centaines de millions de points qui vont reconstituer un nuage, ce qu'on appelle un nuage de points, qui va reprendre exactement la géométrie de l'objet qu'on cherche à numériser, la géométrie mais aussi la couleur. Donc à partir de ces modèles, c'est des modèles qui sont tellement précis, qui sont complètement photoréalistes. Et les archéologues, après, peuvent les utiliser pour faire leurs investigations scientifiques, d'une part, mais aussi on peut utiliser ces modèles aussi pour faire de la visite virtuelle ou voilà, des choses de ce genre. Ce qui veut dire qu'à terme, on peut en effet reconstituer avec tellement de précision ces sites archéologiques qu'on peut se balader dedans avec des visites virtuelles. C'est ce que vous veniez, par exemple, de décrire. Mais il y a un autre volet à ce projet qui est un volet un petit
peu plus main dans le cambouis, si j'ose dire. C'est vraiment aussi d'apprendre aux architectes syriens à utiliser ces technos-là. Et vous êtes d'ailleurs rendu sur place il y a quelques semaines. Exactement. Alors, ce qui est important pour nous, en fait, c'est vraiment de mettre à disposition ces technologies qui sont très complexes et très nouvelles, quoi, de les mettre à disposition des gens qui en ont le plus besoin. Et aujourd'hui, les gens qui en ont le plus besoin, c'est, à mon sens, c'est les archéologues syriens, les archéologues irakiens, les archéologues afghans. Pourquoi ? Parce que eux, c'est des témoins un peu impuissants d'une période où leur patrimoine disparaît souvent à grande vitesse pour plein de raisons. Donc, ces technologies, c'est un moyen finalement de garder non pas le patrimoine lui-même, mais la mémoire et la connaissance de ce patrimoine. Ce qu'on a organisé en Syrie, en fait, donc avec la direction archéologique syrienne, c'est une session des cours de formation, en fait, pour apprendre aux Syriens à prendre des images de manière à ce que ça reconstruise en fait des modèles. Ça, on l'a fait. Donc, c'est important pour deux raisons, en fait. La première raison, c'est qu'il faut redonner aux personnes qui sont sur le terrain, sur place, la possibilité de faire eux-mêmes ce travail de numérisation. Pourquoi ? Tout simplement parce que, déjà, c'est eux qui connaissent le mieux leur patrimoine, mais c'est surtout eux qui ont un accès privilégié à ce patrimoine. Et pour nous, en tant que Français ou étrangers, c'est souvent beaucoup plus difficile d'accéder dans certaines zones. La deuxième raison, c'est qu'on a lancé, justement, avec les Syriens, un grand projet de numérisation à l'échelle du pays. Et on a pu voyager de Damas à Lataké, du nord au sud, justement, pour aller sur les principaux grands sites archéologiques qui sont accessibles aussi pour nous, qui nous ont permis, en fait, de prendre assez de données, qu'on est en train de traiter d'ailleurs aujourd'hui, qui vont constituer une base de données numérique de l'archéologie syrienne. Des drones, donc des algorithmes et surtout de la photogrammétrie pour pouvoir justement sauver la culture et le patrimoine. Merci infiniment Yves d'avoir été avec nous. Et tout de suite, on voyage dans le temps avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Cette fois-ci, on va utiliser la technologie pour redécouvrir les pyramides. C'est possible, ça, Guillaume, avec l'infiniment petit. Oui, il s'agit d'un projet qui s'appelle Scan Pyramids et qui tient beaucoup à cœur au ministère égyptien des Antiquités. Alors, très concrètement, on va projeter sur des monuments encore trop méconnus, par exemple des pyramides, des particules extrêmement petites qu'on appelle les muons. On va les projeter avec une très grande vitesse. On va regarder avec quelle vitesse ils traversent ces pyramides. Et lorsqu'ils traverseront encore plus vite, eh bien, on se rendra compte qu'il y a peut-être une chambre à l'intérieur de la pyramide, bref, quelque chose à explorer. Vous savez passer à travers les murs, mais moi je vous propose aussi d'utiliser le laser finalement pour découvrir un mystère qui nous a fait beaucoup rêver, c'est le mystère de la Cité Blanche au Honduras. Oui, ça nous ramène dans notre enfance avec les mystérieuses cités d'or, Marjorie. Alors, cette technologie qui s'appelle LIDAR, c'est un acronyme, une expression de langue anglaise qui vient de Light Detecting and Ranging, en fait, elle propose d'utiliser des avions, de survoler des zones qui sont trop méconnues, de bombarder ces zones littéralement de laser, ça peut être jusqu'à 100 000 rayons à la seconde, et ça va vous permettre de reconstituer des cartes en 3D. Alors ça a été le cas dans la fameuse Cité Blanche, qui a fait rêver l'explorateur Hernán Cortés au XVIe siècle, mais c'est également le cas en Angleterre, la New Forest National Park qui se trouve au sud-est du pays, ou encore au Cambodge. On a redécouvert une cité encore plus mystérieuse qu'encore, qui s'appelle Mahendra Parvata, grâce à cette technologie. Allez, cette fois-ci, je sors la carte robot, et d'ailleurs une armée d'explorateurs robots, très exactement, au Mexique. Oui, on doit leur nom. Ils s'appellent, ces fameux petits robots qui sont armés d'une caméra infrarouge, d'un scanner, de bras mécaniques. Ils s'appellent Tlaloc. En fait, le nom vient du dieu aztèque de la pluie. Ces petits dieux de la pluie, en fait, ils vont aller dans des tunnels, ils vont tout cartographier, ils vont même permettre de retrouver des pièces dont on ne connaissait même pas l'existence en dessous du temple. Ça nous fait rêver du serpent à plumes, Marjorie. Donc des robots très, très explorateurs et surtout qui trouvent beaucoup de choses. Et alors justement, au-delà de toute cette dose de robotique et de technologie, la question à se poser finalement, c'est de savoir quel message on va laisser aux générations futures. Et là aussi, la technologie peut réussir à nous aider. Oui, alors la transmission, elle est dans tous les films de science-fiction, Marjorie. Elle est également dans des applications très bien fichues. Il y a notamment celle de World Heritage qui a été créée par l'UNESCO, qui va vous permettre littéralement un tour du monde, des zones intéressantes. Tout à l'heure, je suis allé au Niger. Vous allez avoir par exemple la réserve naturelle de l'Aïr et du Ténéré. On va pouvoir
pouvoir regarder un petit peu tout ça. Ça, c'est bien fichu. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui même, en 2016, on a envie de délivrer des messages pour les générations futures. Il y a eu quelques années, un autre projet de l'UNESCO a permis, en fait, dans des boîtes sécurisées, de laisser ici un téléphone portable, là une clé USB, bref, un message pour toutes les personnes qui vont naître, Marjorie, en 2050. Enfin, alors là, on est vraiment dans la chronologie, dans le jeu avec le temps. J'ai quand même envie de citer la réalité virtuelle. La réalité virtuelle qui a fait un très beau pas avec l'exposition, en tout cas la remise au goût du jour d'une œuvre de Salvador Dali. Ça se passe grâce à l'agence Goodbye Silverstein & Partners avec le musée de Dali de Saint-Pétersbourg. Et on fait revivre à 360 degrés un tableau qui s'appelle La réminiscence archéologique de l'Angélus de Milet, qui a été peint en 1935 par Dali. Ce qui est rigolo, ce qui est intéressant, c'est que c'était déjà un clin d'œil à une autre peinture, l'Angélus de Jean-François Millet, qui datait d'un siècle auparavant. Bref, un formidable voyage dans le temps. Ça m'a époustouflé. Notre voyageur transgénérationnel, Guillaume Gralet, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve, nous, en 2016, sur Facebook et sur Twitter, pour commenter ensemble l'actu culturelle et numérique avec le hashtag TAC24. Et puis surtout, restez connectés. On se retrouve très vite en plateau.